Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux mamans solo. Je me présente Sophie, 54 ans et maman solo depuis 2004. Parce que j'ai vécu cette situation de maman solo avec ses forces et ses faiblesses, j'ai choisi de mettre en lumière ces mamans, ces femmes qui ont un parcours de vie tumultueux mais dont elles ressortent victorieuses. Sensible à la cause féminine et ayant travaillé pendant 20 ans dans une association d'information sur le droit des femmes et des familles, j'ai pu croiser des femmes de toutes catégories sociales confondues, démunies, voire anéanties par ce tsunami que la vie leur met sur le chemin. Et je me sentais impuissante, malgré une écoute, une transmission de contacts pour les accompagner et un encouragement pour la suite de leur parcours. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, je donne la possibilité à toutes les mamans solo de venir témoigner, de partager leur vécu, pour vous apporter un éclairage sur ce que vit la maman solo au quotidien. En évoquant les difficultés rencontrées, les émotions et ressentis éprouvés, mais aussi les ressources, les solutions et les aides qu'elles ont pu obtenir grâce à la volonté de vivre dignement et en harmonie avec leurs enfants. Dans ce troisième épisode, je reçois Stéphanie. Stéphanie est une maman solo avec un profil très atypique. Résidant en Angleterre depuis plusieurs années, elle est tombée enceinte par accident. Après un accouchement difficile, seule et sans soutien moral du papa, elle a passé les 4 premiers mois de la naissance de son fils à devoir assumer à la fois son rôle de maman, avec tous les aléas du quotidien d'un bébé, et sa carrière professionnelle. Jusqu'au jour où elle a pris conscience qu'elle allait droit vers un burn-out et qu'elle mettait sa santé en péril. Comment Stéphanie a su rebondir face à cette situation ? Eh bien, je vous laisse découvrir son parcours qui va vous étonner et apporter une autre vision de la vraie vie d'une maman solo. Bonne écoute ! Bonjour à tous, toutes, et aujourd'hui j'accueille Stéphanie qui va nous parler de son parcours de maman solo et je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Stéphanie, j'ai 34 ans. J'habite depuis le mois d'août à Draguignan, donc c'est-à-dire dans le sud de la France. J'ai un fils de 5 ans qui aura bientôt 6 ans et actuellement je vis conjointement. Merci pour cette présentation. Parle-nous un peu de cette expérience de quelques années. Oui, c'est ça. Donc j'ai été maman solo pendant 5 ans. C'est-à-dire que dès que j'ai accouché de mon fils, au bout de 4 mois, je me suis séparée de son père, mais par choix. C'est-à-dire qu'on avait une relation un petit peu conflictuelle avec le papa et c'est vrai que c'est le fait d'avoir eu l'enfant qui m'a fait réaliser que je pouvais peut-être pas continuer comme ça, ni offrir ce genre de vie à mon fils. Donc j'ai préféré, moi, assumer mon rôle toute seule, surtout que moi, j'ai été élevée par une maman solo aussi. C'est ce que j'allais aussi te poser comme question. J'ai des mamans qui ont été élevées par une maman solo. Donc, tu viens Oui. de le confirmer. Bah oui, c'est ça. Et puis, je pense que, comme toute maman, elle aurait voulu que je reste avec la même personne, parce que justement, elle a vécu, entre guillemets, les difficultés d'une mère seule. Mais justement, le fait moi d'avoir vécu avec une mère solo, je me suis dit que c'était totalement possible de le faire. Tu nous as dit que tu t'étais séparée donc du papa de ton enfant et tu m'avais dit que tu vivais en Angleterre, c'est C'est ça? ça. En fait, c'est qu'après mes études et après avoir fait une année professionnelle, j'ai décidé de partir en Angleterre pour pouvoir améliorer mon anglais. Au départ, c'était 4 mois et au final, j'y suis restée presque 10 ans. Donc voilà. Et donc son papa, le papa de mon fils, est anglais. Donc c'est vrai que pour l'instant, il voit son papa 4 fois par an environ. Oui, parce que tu vivais en Angleterre en fait quand tu as C'est accouché de ça. Alors, ton... oui, j'ai eu mon fils en Angleterre. Et ensuite, au bout de 4 mois, j'ai décidé de rentrer en France parce que c'était difficile financièrement, psychologiquement. Donc, je suis rentrée en France chez ma mère qui a bien voulu nous accueillir pendant environ 1 an avant de retourner en Angleterre pour une durée de 4 ans pour revenir en France. C'est compliqué, mais il y a beaucoup de va-et-vient. Oui, 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 c'est une vie assez particulière. J'aimerais que tu expliques quand même un peu plus, si tu en es d'accord, c'est toi, dans ta tête et dans ton corps, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé
à quitter le papa et à revenir en France auprès enfin, de ta mère. Alors, à l'époque, c'est que déjà j'avais 9 ans, c'était mon premier enfant, mais il n'était pas désiré à la base. C'est-à-dire que je suis tombée enceinte. Bon, après, comme on dit, on fait toujours le choix de se protéger ou non, hein. Mais je suis tombée enceinte, je l'ai gardé, mais déjà, ça n'allait plus trop avec le père. Et quand j'ai accouché, donc déjà à Londres, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'accouchement, c'est-à-dire que j'ai dû être déclenchée parce que le bébé ne sortait pas et ça faisait déjà, enfin, il était déjà en retard de quelques jours. Ensuite, oui, j'ai eu des difficultés. Ils ont dû, tu sais, utiliser un peu les pincettes, etc. Donc, c'était pas un accouchement très facile déjà pour moi. Sachant que j'avais eu de la fièvre pendant l'accouchement, j'ai dû rester du coup une semaine de plus à l'hôpital. Et il faut savoir que les hôpitaux en Angleterre, eh ben, t'as pas ta chambre, quoi. Tu partages avec peut-être 6 autres mamans. Donc, il faut s'imaginer pendant une semaine ça. Donc, c'était un peu une souffrance parce que ma mère souhaitait venir une fois que j'étais à la maison. Donc, elle n'est pas forcément venue me rendre visite à l'hôpital. Et mon conjoint, lui, il venait quand ça l'arrangeait. Donc, j'avais pas beaucoup de soutien. Pareil, je voulais décider d'allaiter. En fait, en Angleterre, on te force vraiment à allaiter. Et quand je n'y arrivais pas, je demandais un peu de lait, on me disait non, des choses comme ça. Donc, en fait, déjà, l'accouchement était très difficile et post-accouchement aussi, où quand on est rentré ensuite, le père de mon fils ne m'aidait pas du tout. En fait, c'est comme si j'avais 2 enfants. Il fallait que je m'occupe et de mon fils et de la maison, etc. Donc, je pense que tout ça, ça m'a fait prendre conscience que en fait, j'étais vraiment sur le point de craquer. Je me suis dit non, en fait, vaut mieux que je parte. Donc, je suis partie comme ça du jour au lendemain. Je ne l'ai pas prévenu. J'ai juste déménagé tous mes meubles. J'ai mis dans un garde-meuble et je suis rentrée en France avec mon fils. Que déjà, bon, alors financièrement, il n'y avait que moi qui travaillais. Donc, mon conjoint à cette époque-là ne travaillait pas. Et il faut savoir qu'en Angleterre, la vie est très chère. Mhm. Faut compter un loyer de 1 200 € c'était un 2 pièces, quoi. Mais je roulais pas non plus sur l'or, donc au fait, tout retombait sur moi. À côté de ça, lui, il ouvrait un restaurant, mais que moi-même, je l'avais aidé à financer. Donc au final, je me retrouvais avec loyer plus, entre guillemets, des dettes et plus toute la charge mentale de l'enfant. J'ai eu beaucoup de mal aussi avec l'allaitement. Enfin, j'avais pas ma famille, j'avais vraiment personne. J'étais pas du tout entourée ni d'infirmière ni rien du tout, quoi. C'était assez difficile. Et donc, du coup, tu es reparti en France, hein, chez ta mère. Qu'est-ce que tu as dû gérer aussi là-bas? Est-ce que tu as reçu des aides? Est-ce que tu as pu être Alors, soutenu au ce qu'il faut, niveau psychologique? oui, alors déjà, une fois que je suis arrivée en France, c'était un soulagement pour moi d'être dans l'Eurostar déjà, parce que je savais que je allais avoir de l'aide de ma mère et ma sœur qui vit également chez ma mère, ma sœur qui a 10 ans de moins que moi, mais je savais qu'elles allaient toutes les deux m'aider. Déjà, ça, c'était la première chose. Par contre, la deuxième chose, c'est qu'il a fallu que, du coup, pour pouvoir repayer les dettes que j'avais, il fallait que je trouve rapidement un travail. Sauf qu'en France, il fallait que je trouve une crèche pour mon fils. Et on sait qu'en France, il faut des fois plusieurs mois à l'avance pour trouver une crèche. Donc ça, je pense que ça a été le plus gros challenge. Et au final, j'ai réussi à trouver une micro-crèche. Mais bon, c'est pareil, ça me coûtait un bras, quoi, au final. Mais j'avais pas le choix. Il fallait que je place mon fils quelque part. Mais enfin, toutes les crèches publiques étaient prises, quoi. Parce que ta maman travaillait ou tu n'avais Oui, en pas... fait, ma mère est toujours en fonction. Elle a 58 ans. Et donc là, il y a 5 ans, donc elle avait 53. Donc elle est pas à la retraite, donc elle est encore active. Donc j'ai D'accord. quand même dû me débrouiller sur ça. Après, elle m'aidait beaucoup. C'est-à-dire que comme j'ai pu retrouver un emploi dans un grand cabinet de conseil, je travaillais parfois jusqu'à 22 heures, etc. Donc moi, je déposais mon fils le matin et le soir, c'était ma mère ou ma sœur qui allait le récupérer, qui le couchait, qui s'en occupait. D'accord. Et combien de temps tu es resté du coup en France? Alors, je suis restée un an pile poil. Et D'accord. j'ai décidé de rentrer en Angleterre, non pas parce que je voulais forcément y rentrer, mais j'ai dû réfléchir et me sacrifier un petit peu pour mon fils, dans le sens où son père vit en Angleterre et est anglophone. Donc, je me suis dit que si je suis égoïste, entre guillemets, que je reste en France, même si voilà, j'essaye d'apprendre à mon fils l'anglais, il n'aurait jamais eu vraiment le niveau qu'il a maintenant, par exemple. Et il n'aurait pas pu communiquer avec son père non plus, ça aurait été assez difficile. Donc je me suis dit, bon, je me sacrifie quelques années, c'est ce que je m'étais dit jusqu'à ses 5 ans en fait, parce que je me suis dit à l'âge de 5 ans, il pourra parler par téléphone, l'appeler et avoir un anglais complètement courant et du coup garder ce lien avec son père. Donc
c'est ce que j'ai fait. Tu t'es de nouveau éloignée de ta famille. Oui. Alors, comment tu as vécu encore cette nouvelle aventure, on va dire, cette nouvelle expérience de repartir dans un pays où, en fait, tu n'as quasiment aucun soutien? Oui, bah ça a été assez difficile les premiers mois, je ne vais pas mentir, surtout que c'était la période où mon fils faisait ses dents aussi. Mhm. Donc les nuits courtes, il fallait que, enfin, j'avais eu de la chance, le cabinet de conseil où je travaillais à Paris, j'avais réussi à trouver une place en Angleterre, donc je m'étais fait muter, donc ça au moins j'ai pas eu d'aller à chercher du travail. Mais sachant que là, par contre, les horaires étaient aussi intenses, j'avais du mal aussi à gérer. Enfin, j'avais personne du coup là pour m'aider à aller chercher mon fils. Et je pouvais pas toujours compter sur son père. C'est que des fois il disait oui, et après à la dernière minute il disait je peux plus, etc. Donc il fallait vraiment que j'apprenne à compter que sur moi-même. Mhm. Et ça, je pense que ça a été le plus difficile pour moi, c'était ça. Puis il fallait pareil retrouver une crèche, il fallait que mon fils se réadapte dans une crèche. Et là, vu que lui, il avait passé, entre guillemets, sa première année en France, ben, il était habitué aux mots français. Et là, il Ouais. fallait qu'il s'habitue à l'anglais. Ouais. Il ne comprenait pas forcément ce qu'on lui disait, etc. Donc, psychologiquement, c'était pas facile. Et pareil, financièrement, la crèche en Angleterre, ça coûte, fallait compter 1 800 € par mois. Voilà, je mettais du coup rien de côté et mon argent allait vraiment que dans la crèche. Et est-ce que tu as cherché à quelle aide existante, hein, parce que je ne connais pas les aides en Angleterre, si tu te Oui, ben, il faut crois. savoir qu'en France, on a beaucoup de chance. On ne se rend pas toujours compte, mais quand Mm. on est maman ou parent en France, déjà l'école est gratuite. Oui. En Angleterre, c'est vraiment un pays capitaliste, donc tout est payant. Il n'y a rien de voilà. Et au niveau des aides, on me donnait un petit peu d'aide. Je crois qu'on me donnait 400 ou quelque chose par mois, mais enfin, ça suffisait pas. Et après, en termes de soutien par rapport à l'éducation de ton enfant, en termes organisation et financier, on vient de le dire, mais quelles actions tu as mises en place pour essayer justement de gérer les émotions, de gérer les difficultés liées à la croissance de ton enfant, à son changement, Ben, son évolution? je m'étais inscrite sur un site de rencontre pour maman Mhm. qui géolocalisait les personnes qui avaient autour de moi, qui étaient mamans, etc. Et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que... Parce qu'au final, il faut se rendre compte que quand on devient maman, les amis que j'avais avant, ben, on n'a plus les mêmes intérêts. Au final, enfin, elles aimaient bien sortir, etc. Moi, je ne pouvais plus forcément, il fallait que j'assume Oui. mon rôle de maman pleinement. Donc là, déjà, ben, on commence à perdre des amis. C'est pour ça que je me suis inscrite sur ce site et j'ai pu rencontrer des mamans qui étaient françaises aussi. Mhm. Et j'ai pu rencontrer une personne qui était exactement dans la même situation que moi, qui était maman, mais qui élevait son enfant seule. Et je pense qu'on s'est beaucoup entraidés. Après, j'avais quand même j'essayais toujours quand même d'aller en France tous les 2 mois, même si c'était pour passer qu'un week-end ou quelque chose comme ça, pour vraiment essayer de tenir et de maintenir le lien avec ma famille et pour tenir psychologiquement. Je pense que le fait de voir ma famille régulièrement, ça m'a aidé aussi. Oui, c'est vrai que le lien familial, soutien aussi est très important Oui, c'est ça. dans ces périodes-là. Si on a la Oui. chance d'avoir de la famille, il faut en profiter, effectivement. C'est un peu une source de bien-être et de tranquillité, on va dire, entre parenthèses. Oui, c'est ça. Et puis moi, ma famille, ils n'ont jamais été dans le jugement, vu que ma mère, elle a vécu la même situation. Mm. Oui, il y Donc, a ça aussi. Voilà, aux forces, en fait. c'est ça. Et c'est ce qui était. Je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé psychologiquement. Après, le fait que je pense que j'étais épanouie peut-être dans mon travail aussi, ça m'aidait. J'avais un patron qui comprenait très bien, en Mm. fait. Donc, parce que c'est vrai que si ça va pas à la maison, plus au travail, en général, c'est c'est la catastrophe. Mais là, justement, je pense que le travail, ça me permettait de m'évader de ma vie de maman, puisque la journée, j'étais vraiment au travail, je parlais avec des gens, etc. Enfin, c'est vrai, quand on est maman solo, ben, déjà, au revoir les week-ends, des trucs comme ça. Je pouvais pas sortir, ou parfois, je pouvais demander à son père, mais comme je disais, s'il n'y avait pas de mise en place d'un système stable, au Oui, fait. d'un cadre. Voilà, donc c'était vraiment, oui, je pouvais rien programmer, au fait. Justement, par rapport à la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle dont on parle beaucoup, toi, Oui. comment tu l'as vécu? Parce que bon, tu nous dis que tu es épanouie dans ton travail, que tu as réussi justement à concilier les deux, à avoir des ambitions peut-être plus professionnelles, ou tu t'es un peu réservée, mise de côté pour être Alors, vraiment à fond avec ton enfant ou en non, parce présence. que moi, j'ai toujours été carriériste. Hum.
Donc, c'est vrai que déjà, quand j'ai su que j'étais enceinte, la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, mais comment je vais faire au niveau de ma carrière, etc. Et au final, par contre, non, moi, j'ai jamais fait, par exemple, passer mon fils avant le travail, ni le travail avant mon fils. J'ai essayé de mettre les deux sur un pied d'égalité, mais je me suis pas arrêtée au niveau de ma carrière. Au contraire, je pense, même quand j'ai eu mon fils, j'ai toujours gravi des échelons. D'accord. J'ai essayé de... Parce que franchement, moi, le travail, c'est la seule chose qui me motive, je pense, dans la vie, qui me motive vraiment, justement, quand on est carriériste. Et Ouais. si j'abandonnais ça, j'allais sombrer. C'était pas possible. Parce que j'aurais pu rester à la maison, disons, et payer pas de crèche, être mieux, avoir des aides, par exemple. J'aurais pu faire ça et passer du temps avec mon fils. Mais je pense que je me sens mieux au travail qu'à la maison. Oui, après, c'est ton choix aussi, hein. Oui, Il y a c'est des ça, mamans c'est qui ça. préfèrent consacrer les premières années à leurs enfants pour les voir grandir, en profiter un maximum. Mais après, il y a des femmes, effectivement, qui sont comme toi, carriéristes, et qui, justement, ça leur permet une indépendance et de voir autre chose que tout ce qui se passe à la maison, en fait, hein. Et d'avoir Oui, une parce que moi, relation. je pense que ça me déprime de rester avec mon fils. Alors, c'est pas, voilà, je le dis honnêtement, hein, mais rester avec mon fils, moi, ça me déprimait dans un sens que je le vois. J'avais pas l'impression que je le faisais évoluer non plus, alors que dès qu'il est parti à la crèche, tout de suite, il faisait beaucoup de progrès. Enfin, l'instinct de maman se développe, hein, mais je pensais toujours au travail, je pense. J'avais besoin de ça pour être épanouie après en tant que maman. Et par rapport donc justement à ta vie professionnelle, je sais que tu as plein de projets, notamment un projet, enfin c'est même plus un projet, c'est que tu fais des podcasts aussi Oui. dédiés aux assistants de direction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc moi je suis assistante de direction de carrière. En fait, j'ai toujours été assistante de direction, mais bon, même si on garde le titre toute sa vie, hein, toute sa carrière d'assistante, j'ai quand même, on gravit certains échelons. Et justement, ce que m'a appris l'Angleterre, c'est que l'assistante de direction peut avoir un rôle un peu plus stratégique et peut être un vrai partenaire pour un manager ou pour une entreprise. Alors que c'est vrai qu'en France, le rôle d'assistante de direction, il n'est pas toujours valorisé. Et c'est en rentrant justement d'Angleterre que je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'insuffler tout ce que j'ai appris en Angleterre, en France et aider beaucoup d'assistantes à avoir confiance en elles et surtout à savoir articuler leur valeur ajoutée. Et donc j'ai créé de base une communauté en ligne qui s'est transformée en entreprise et donc parmi les choses que je propose, il y a un podcast où j'interroge des assistantes de direction pour qu'elles nous parlent un petit peu de leur carrière, de leurs difficultés, des bons moments, etc., et qu'elles puissent motiver d'autres assistants. Parce que c'est vrai, quand on est assistante de direction, en général, on se retrouve toute seule au sein d'une entreprise. On n'est pas toujours souvent comprise. Oui, entre parenthèses, donc je confirme, puisque en fait on s'est connus par mon ancien métier qui est d'assistante de direction, et voilà, c'est comme ça on a échangé sur plateforme et on en est venu à cette discussion. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que je t'ai sollicité, parce que lors d'un échange, tu as évoqué ta situation de maman solo, et je me suis dit, ah, mais je vais Oui. inviter Stéphanie à mon futur podcast. Oui, puis c'est bien de parler un petit peu, je pense, de son rôle de maman solo, parce que je crois, franchement, en 5 ans, c'est la première fois que j'en parle vraiment. Parce que c'est des choses qu'on essaye de garder, enfin, qu'on garde en soi, peut-être enfouies, ou... Enfin, des fois, tu as un petit peu, pas honte, mais tu sais, t'as peur du jugement Oui, oui. Ben, des autres. c'est l'objectif de ce podcast aussi, c'est de rendre visible, hein, comme je le dis, les mamans solo qui ont peur, on va dire, de faire du bruit parce qu'elles n'ont pas un mode de vie, on va dire, à la normale, Oui. et qui sont peu reconnues justement par la société ou par tout ce système, et qui galèrent des fois aussi dans une situation dont elles n'ont peut-être pas choisi. Donc, c'est l'objectif de ce podcast aussi. Oui, ça vraiment, ça, c'est une situation de maman. Je pense qu'on aimerait toutes ne pas être maman solo de base. Oui, ou une maman solo par choix, mais vraiment qui sait pourquoi elle a fait ce choix, en fait. Oui, Ça peut c'est ça. aussi exister. Oui, voilà, ou par choix, c'est vrai. Mm, Moi, pour ma part, j'ai toujours voulu que mon fils ait quand même ses deux parents. mm. Moi, pour moi, je m'en fiche, en fait, tu vois. Mais c'est plus pour mon fils. Je me dis toujours, j'espère que ça ne lui apportera pas de souffrance plus tard ou un manque. Alors, du coup, maintenant, il a 5 ans. Comment est la relation avec son papa? Mais alors, la relation avec son papa, elle est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que son papa est assez déçu et énervé qu'on soit parti d'Angleterre. Du coup, comme il n'est pas très mature, il n'appelle plus, on va dire ça comme ça. Bon, lui, D'accord. il dit que c'est son moyen de se protéger contre la tristesse.
Il préfère ne pas appeler, etc. Donc, il va parfois appeler, mais franchement, c'est d'être une fois tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. Mais moi, de mon côté, j'essaye d'emmener mon fils en Angleterre, en tout cas chez la mère de mon ancien compagnon. Que mon fils D'accord. garde cette relation avec au moins sa famille. Et puis, si son père désire le voir, il sait qu'il peut aller chez sa mère le voir. Mais c'est vrai que je planifie rien directement avec le papa. Parce qu'il ne peut pas, avec lui, comme j'avais dit avant, hein, on ne peut pas avoir quelque chose de planifié. Il n'aime pas planifier les choses. Donc, je préfère voilà, que mon fils aille chez sa mamie. Et puis après, je me dis peut-être que de lui-même, plus grand, il comprendra, il posera. Il commence déjà à poser des questions, mais au moins, voilà, qu'il sait qu'il a une famille quand même qu'il aime en Oui. Angleterre. Oui, tu n'as pas à couper pont, tout C'est à fait. ça, c'est que moi, limite, ça m'aurait arrangé dans le sens où il faut que je me déplace tout le temps en Angleterre. Ça peut être aussi fatigant, il faut que je prenne sur mes propres vacances à moi, etc. Mais au fait, comme je travaille en télétravail, mais je suis embauchée quand même par une entreprise anglaise, donc entre guillemets, j'en profite pour aller voir mes Oui. collègues et en même temps, voilà, mais il faudra que je me dise que jusqu'à la majorité de mon fils, je vais être obligée de faire ça. C'est ça aussi le problème de vivre dans 2 pays différents. Oui, après, peut-être pas attendre jusqu'à sa majorité, puisqu'à un moment, il pourra y aller peut-être tout seul en étant accompagné de. Bah, j'espère parce qu'il me semble que depuis le Covid, ils le font plus vraiment. Mais Voilà, oui, moi, ça, à ce mon serait, époque, je sais que ça existait. oui, à mon époque aussi. Enfin, moi, je sais que je l'ai souvent fait pour aller en vacances quand ma mère m'envoyait chez ma grand-mère. Mais c'est vrai que oui, il faudrait que je vois comment ça fonctionne. Mais donc voilà, pour l'instant, c'est ce que je me dis. Moi, il ira 3 ou 4 fois par an. Et puis, si son père veut l'appeler, il appelle. Et quand lui, il veut parler à son père, j'appelle son père. Mais je ne vais pas le forcer en tout cas. Et aujourd'hui, Stéphanie, comment te sens-tu? Aujourd'hui, ben, ça va parce que j'ai refait ma vie avec quelqu'un, je pense, qui me correspond totalement et qui accepte très bien aussi fils, Mhm. qui l'élève comme son propre père, en fait. Donc, moi, ça me conforte à ce niveau-là en tant que maman. Donc, on va dire que je suis plus maman solo, même si j'ai toujours, on va dire, les réflexes de maman solo. De mon point de vue, moi, je pense qu'on est maman solo à vie, en fait. On a vécu une expérience où on était seul avec son enfant. Et même Mm. si on reconstruit sa vie, comme tu dis, il y a toujours des réflexes de c'est mon enfance. Et même si on a un homme avec qui on partage la vie, C'est ça, c'est que moi, il y a des choses, enfin, pour certaines, ça paraît très logique, mais même aller lui demander des fois de récupérer mon fils quand je peux pas, ça me met mal à l'aise parce que j'ai toujours été habituée à faire les choses par moi-même et à compter sur moi-même. Petit à petit, j'essaye un peu de lâcher, mais c'est vrai que j'assume encore la pleine responsabilité. si tu avais une baguette magique, quelles sont les choses que tu changerais, enfin, ou que tu aurais fait ou pas fait durant cette situation de tant que maman solo? Pour moi, je pense que j'ai fait les bons choix, ou dans le sens où, bon, c'est vrai que je me suis sacrifiée en retournant 4 ans en Angleterre. Mais au final, quand je vois que maintenant mon fils est totalement bilingue, il peut communiquer avec sa famille, etc., je me dis bah, qu'au final, j'avais bien fait de faire ça. Si j'avais pu choisir un autre père, je l'aurais fait. Oui, bon, bah, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et Mais plus sinon, par rapport à ta vie de femme, comme tu parles beaucoup de sacrifices, qu'est-ce que tu n'aurais, enfin, ah oui, dans ma vie de femme, oui, c'est sûr que je me suis, on va dire, entre guillemets, interdit d'être femme. J'étais vraiment plus maman et puis carrière, quoi. Et c'est vrai que je me dis que j'aurais peut-être dû reprendre ma vie de femme avant. Alors après, moi, comme je disais, j'ai toujours eu quand même ma mère qui m'aidait. Donc c'est vrai que quand j'avais besoin, j'essayais 1 ou 2 fois par an de faire un voyage avec des amis. Un Mhm. voyage de 10 jours à chaque fois. Donc, et ma mère me gardait mon fils. Mais ça, justement, ça m'aidait à me sentir moi, en fait. Et c'était un bon échappatoire aussi. J'ai pas tellement de regrets parce que je me dis toutes les choses que j'ai vécues, ça m'a rendue plus forte, plus mature. C'est vrai que j'ai pas trop de regrets sur ma vie. Et puis, je me dis toujours, il y a bien pire que moi. Donc, je relativise beaucoup à ce niveau-là. Oui, comme tu dis, pas avoir de regrets, c'est ce qu'il y a de plus important, hein. Ne pas rester dans le passé, de ruminer ce qu'on n'a pas fait. Il vaut mieux aller de l'avant et regarder effectivement
l'expérience et les résultats, hein, de ces choix qui nous poussent Oui. justement à être peut-être fiers de ce qu'on a entrepris et de ce qui, en fait, les résultats qu'on arrive à recevoir. Oui, vu que je ne suis plus dedans, enfin dans le rôle de maman solo, je me dis oui, j'ai quand même, sur le coup, j'ai beaucoup souffert parce que c'est vrai que j'attendais avec impatience que mon fils grandisse parce qu'élever un enfant en bas âge seul, c'est horrible. Maintenant, quand je le vois et qu'il est heureux, etc., je me dis bon, ben, j'ai peut-être pas si mal fait les choses que ça. Après, j'aurais bien sûr aimé qu'il puisse rester en Angleterre. Ça, je pense que c'est mon regret dans le sens où j'ai dû faire un choix pour lui et pour moi, et donc de rentrer en France. Mais c'est pas évident pour lui de savoir qu'il a un papa qu'il ne peut pas voir souvent. Et à nos auditrices qui vont nous écouter, quels sont peut-être quelques conseils ou des suggestions pourraient leur apporter ou des éclaircissements? Bah, je dirais qu'il faut pas hésiter à en parler parce que parfois on veut être forte, on veut tout garder pour soi, etc. Mais au final, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. En parler à une ou deux amies, si on veut pas forcément en parler à sa famille, mais il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, si on a des difficultés avec ses enfants, etc. Voire même consulter, parce qu'à un moment, il me semble que quand mon fils avait 2 ans, et c'est la période où ils sont horribles, au fait, ils disent non à tout, ils obéissent pas. Et j'en pouvais vraiment plus, donc j'avais vu une psychologue qui faisait la relation entre parents et maman, un petit peu. Mais pas Mhm. très longtemps, hein, juste 3 séances, mais pour qu'elle m'explique un petit peu comment faire les choses, etc. Que pour moi, jamais j'aurais pensé de ma vie aller voir un psychologue, parce qu'on pense que quand on va voir un psychologue, c'est qu'on est malade ou en dépression ou quelque chose comme ça. Enfin, on le voit comme une honte, alors que pas du tout. Je dirais qu'il faut chercher de l'aide si on arrive à un moment où on est vraiment sur le burn-out, voilà, ou la dépression. Pour celles qui sont en plein dedans, que les beaux jours vont venir et qu'il ne faut pas désespérer. Et toujours rassurer son enfant, je pense aussi. Mm. C'est, c'est important en fait de le rassurer, lui dire que tout va bien, parce que c'est vrai qu'un enfant, s'il voit sa maman malheureuse, il le ressent tout de suite. Après, c'est sûr que c'est pas évident non plus de faire semblant, etc. Mais faut se rassurer et se dire bon, je vais y arriver. Toujours pire que soi, hein, comme je dis aussi. C'est ce qui me permet de me rassurer. Je me dis bon, bah, dans le monde, il y a pire que moi. Mais voilà, de ne pas abandonner. Et sur le moment, ça peut être difficile, mais qu'ensuite on voit le bout du tunnel. Très belle conclusion par ce tunnel donc qui passe d'Angleterre à la France. Oui, c'est vrai. Eh bien, en tout cas, merci Stéphanie de ce témoignage, de ce beau témoignage de ta situation en tant que maman solo. Oui, merci à toi. Et je vous dis prochain podcast qui permettra d'écouter une nouvelle histoire des mamans solo. Merci Stéphanie Merci. et à bientôt. À bientôt. Dans le témoignage de Stéphanie, nous avons abordé les questions d'isolement du fait de la distance géographique, la conciliation vie personnelle et vie professionnelle et particulièrement les modes de garde à trouver, les différences culturelles et financières entre la France et l'Angleterre, les sacrifices faits au détriment de sa vie de femme, les solutions et actions mises en place pour continuer à vivre sereinement. Toutes ces épreuves ont permis à Stéphanie de prendre conscience que sa santé était sa priorité et qu'il était possible de concilier sa carrière et sa vie de maman solo. Je vous rappelle les conseils que Stéphanie a bien voulu nous partager. Ne pas avoir peur de parler de ses difficultés à un entourage, à des proches, dire les choses qui nous fragilisent, se faire accompagner par une thérapeute, chercher de l'aide, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur du jugement, du regard des autres. Se dire que les beaux jours vont arriver, ne pas désespérer. Et surtout, rassurer son enfant et lui dire que tout va bien. Si vous souhaitez écouter le podcast dédié aux assistants de direction qu'a créé Stéphanie, elle est sur LinkedIn. Je vous mets en lien son profil. Si ce podcast vous a interpellé, vous avez des questions, des suggestions, faites-moi en part et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou si, comme Stéphanie, vous êtes maman solo ou avez vécu une histoire de maman solo et vous aimeriez la partager à d'autres mamans solo, contactez-moi pour un premier échange. Merci de votre écoute et à bientôt pour le 4e épisode d'une autre maman solo.